Aux funérailles de mon père, ma belle-mère a annoncé, il a tout légué à sa vraie famille, pas à toi. Les proches ont souri avec mépris. L'avocat s'est raclé la gorge. En fait, 3 jours avant sa mort, votre père a tout changé. Il a aussi laissé cette vidéo pour expliquer pourquoi. Il a appuyé sur lecture, si tu regardes ceci, elle m'a tué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère, Francine, se tenait sur l'estrade des funérailles de mon père, portant le collier de perles qu'il avait offert à ma vraie mère 20 ans auparavant. La lumière du matin qui filtrait par les vitraux de l'église frappait les perles juste comme il fallait, les faisant briller sur sa robe noire, la même robe qu'elle s'était achetée lors d'une virée shopping 2 jours seulement après la mort de papa. Je le savais parce que j'avais vu le reçu sur le comptoir de la cuisine quand j'étais passé à la maison chercher des photos pour la cérémonie. Avant de conclure la cérémonie d'aujourd'hui, annonça Francine, sa voix empreinte de cette fausse douceur qu'elle avait perfectionnée au cours de ses 8 années de mariage avec mon père, je dois aborder un point important. Harold et moi en avons discuté à de nombreuses reprises, et il a été très clair sur ses volontés. L'église devint silencieuse. 200 personnes, toutes en attente, toutes les yeux rivés sur elle. J'étais assise au 3e rang, pas au premier où la famille proche est censée être. Francine s'en était assurée, plaçant sa sœur Dolly et son fils Rowan au 1er rang, me laissant derrière comme si j'étais une simple connaissance venue présenter ses condoléances. Harold a tout laissé à sa vraie famille, continua-t-elle, ses yeux gris croisant les miens à travers les rangées de personnes en deuil. Pas aux enfants de mariage précédents, pas à des gens qui lui ont à peine rendu visite dans ces dernières années. Il a laissé son héritage à ceux d'entre nous qui l'aimaient vraiment et qui étaient à ses côtés chaque jour. J'entendis ma tante Judith halter à côté de moi. Le frère de mon père, l'oncle Glenn, serra la main de sa femme si fort que ses jointures blanchirent. Derrière Francine, sa sœur Dolly hochait la tête comme si tout cela avait été parfaitement répété, ce qui, connaissant Francine, était probablement le cas. Son fils Rowan, avec ses 22 ans d'arrogance et de suffisance, eut même un sourire en coin en me regardant depuis son siège au 1er rang. Les 3 quincailleries qu'Harold a bâties à partir de rien, notre belle maison sur Maple Street, ses investissements, tout ce pour quoi il a travaillé pendant 40 ans? Francine tamponna ses yeux complètement secs avec un mouchoir. Il a tout laissé à moi et à mon fils Rowan, qu'Harold considérait comme son véritable fils. Bethany, dit-elle, mon nom sonnant comme s'il avait un goût amer, Harold a été très précis sur le fait que tu ne devais rien recevoir. Il estimait que tu l'avais abandonné quand il a trouvé le bonheur avec nous. Les chuchotements commencèrent immédiatement. 200 personnes se transformèrent soudainement en jury, et je sentais leurs yeux sur moi. Certains apitoyés, d'autres choqués, certains se demandant probablement si j'avais vraiment été la fille terrible que Francine dépeignait. Mes mains tremblaient en serrant le programme des funérailles. Le visage souriant de papa sur la couverture ne ressemblait en rien à l'homme épuisé que j'avais vu pour la dernière fois 2 semaines avant sa mort. C'est un mensonge, dis-je. Mais ma voix sortit à peine comme un murmure. Pardon. Tu as dit quelque chose, Bethany ? Demanda Francine depuis l'estrade, sa voix amplifiée par le microphone. S'il te plaît, partage avec tout le monde ce que tu voulais dire. Je me levai, les jambes chancelantes. J'ai dit, c'est un mensonge. Papa n'aurait jamais fait ça. C'est toi qui m'as tenu à l'écart. C'est toi qui annulais nos dîners. Tu me disais qu'il avait besoin d'espace. Oh, ma chère, soupira Francine de façon théâtrale. C'est exactement le genre de comportement qu'Harold essayait d'éviter. Faire des scènes, provoquer des drames. Il voulait juste la paix dans ces dernières années. C'est alors que M. Aldrich se leva du fond de l'église. Theodore Aldrich était notre avocat de famille depuis 30 ans, il s'était occupé de la succession de ma mère à sa mort, il était présent à ma fête de remise de diplôme du lycée dans notre jardin. Il descendit l'allée centrale, ses pas résonnant dans l'église désormais silencieuse, sa mallette en cuir à la main. « Madame Delaney, dit-il, sa voix profonde portant son microphone, je crains qu'il n'y ait eu un développement important concernant la succession d'Harold. » Le visage parfaitement composé de Francine se fissura légèrement. « Quel développement ? Vous avez le testament. Vous en avez été témoin vous-même l'année dernière quand Harold l'a signé. » J'ai effectivement été témoin de ce testament, acquiesça M. Aldrich en arrivant à l'avant de l'église. Cependant, 3 jours avant sa mort, Harold est venu seul à mon bureau. Il a rédigé un nouveau testament, a révoqué entièrement le précédent et a laissé des instructions très spécifiques. « C'est impossible. » La voix de Francine devint sèche,
perdant toute sa fausse douceur. Harold était avec moi 3 jours avant sa mort. En fait, vous étiez au spa de votre sœur Dolly. Harold m'a montré le reçu. Monsieur Aldrich sortit une tablette de sa mallette. Il a également laissé cette vidéo avec des instructions explicites de la diffuser s'il lui arrivait quelque chose dans l'année. Étant donné les circonstances de sa mort soudaine, je crois que le moment est opportun. Avant que Francine ne puisse objecter, avant que quiconque ne puisse bouger, Monsieur Aldrich appuya sur play, et le visage de mon père remplit l'écran. Il avait l'air terrible dans la vidéo, rien à voir avec l'homme robuste qui avait bâti un empire commercial à partir d'une simple boutique de quartier. Et puis il prononça les mots qui changèrent tout. Si vous regardez ceci, c'est qu'elle m'a tué. Le matin des funérailles, j'avais conduit 3 heures depuis Millbrook, où j'enseignais en CM1, les mains tremblant sur le volant tout le long du trajet. La radio passait la station de vieux succès préférés de papa, et j'ai dû l'éteindre quand « Stand By Me » a commencé, car c'était la chanson sur laquelle il avait dansé avec ma mère à leur mariage. Chaque borne kilométrique sur l'autoroute me semblait être un pas de plus vers l'acceptation de quelque chose que je ne pouvais pas croire. Harold Delaney, mon père, l'homme le plus fort que je connaissais, était mort à 58 ans. Une crise cardiaque à son bureau, disait-il. Le responsable de la maintenance de son magasin principal l'avait trouvé affalé sur des rapports d'inventaire à 6 heures du matin, son café encore chaud, son stylo toujours à la main. Aucun signe avant-coureur, aucune pathologie antérieure, juste parti entre un battement de cœur et le suivant. L'ambulancier a dit qu'il était probablement mort sur le coup, qu'il n'avait pas souffert. Mais je n'arrêtais pas de penser à lui, seul dans ce bureau. Personne pour lui tenir la main. Personne pour lui dire au revoir. Quand je suis arrivé à l'église, ma tante Judith m'attendait sur les marches, le visage rouge d'avoir pleuré. « Bethany, ma chérie » murmura-t-elle en me serrant dans ses bras qui sentaient son parfum à la lavande. Francine a tout organisé sans consulter personne. Elle a même changé les fleurs que tu avais commandées. Elle a dit que les roses blanches étaient trop déprimantes et les a remplacées par des œillets jaunes. Maman adorait les roses blanches, dis-je, hébété. Papa en apportait toujours sur sa tombe. Je sais, ma chérie. Nous le savons tous. Mais Francine joue la veuve éplorée à la perfection, et tout le monde est trop poli pour la contredire. À l'intérieur de l'église, Francine tenait salon près du cercueil, entourée de ses amis du country club. Elle portait une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel d'enseignante. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, bien qu'elle soit supposément dévastée par le chagrin. Harold et moi étions si heureux. Ne cessait-elle de répéter à qui voulait l'entendre, en tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle, même si je n'avais pas vu une seule larme couler. Il disait toujours que j'avais ramené la joie dans sa vie après le décès de Patricia. Ces 8 années ont été les plus heureuses de sa vie. Ma mère, Patricia, était morte quand j'avais 14 ans, en me tenant la main à l'hospice, me disant de prendre soin de papa. Le cancer l'avait emporté lentement, nous laissant le temps de dire tout ce qui devait être dit. Papa avait été anéanti par sa perte. Pendant 6 ans, nous n'avions été que tous les deux, mangeant des plats surgelés devant la télé, réapprenant lentement à rire, à vivre avec le vide en forme de Patricia dans nos vies. Puis Francine a déferlé comme un ouragan sur talons hauts. Ils s'étaient rencontrés à une réunion de la chambre de commerce où elle représentait l'entreprise d'assurance de son défunt mari. En 3 mois, elle avait emménagé chez nous avec son fils, Rowan, qui a immédiatement commencé à traiter les affaires de papa comme si elles lui avaient toujours appartenu. Je rentrais de l'université pour trouver Rowan conduisant le camion de papa, portant sa montre, l'appelant « Pop », comme s'ils se connaissaient depuis des années au lieu de quelques mois. « Tu sais, elle lui a fait changer les bénéficiaires de tout l'année dernière », me murmura le frère de mon père, Glenn, pendant la veillée, alors que Francine était occupée à prendre une pause de deuil pittoresque pour le photographe du journal local. Les magasins, la maison, toutes les assurances vie. Mon frère m'a appelé un soir, ivre, il a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir signé la moitié des papiers qu'elle lui avait mis sous le nez. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demandai-je en fixant le visage de papa dans le cercueil. On lui avait mis trop de maquillage. Il ressemblait à une statue de cire. Rien à voir avec l'homme qui m'avait appris à changer un pneu, à utiliser une perceuse, à ne jamais laisser personne me rabaisser. Il m'a supplié de ne pas le faire. Il a dit que Francine lui mènerait une vie d'enfer si elle découvrait qu'il avait parlé. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de dire qu'il allait arranger les choses, qu'il avait juste besoin de trouver le bon moment. Le bon moment n'est jamais venu. Apparemment, papa avait semblé différent ces derniers mois. Chaque fois que je parvenais à le voir, il avait perdu du poids.
Sa peau avait une teinte grisâtre et il était toujours fatigué. Nos dîners hebdomadaires étaient devenus mensuels après que Francine a commencé à trouver des excuses. « Harold ne se sent pas très bien ce soir », disait-elle quand j'appelais. « Tu sais comment sont les hommes, ils ne veulent jamais admettre quand ils ne sont pas dans leur assiette. » La dernière fois que je l'avais vu vivant, c'était 2 semaines avant sa mort. Il avait l'air épuisé, assis dans son fauteuil préféré comme si le simple fait de rester droit lui demandait toute son énergie. « Bethany », avait-il dit, cherchant ma main avec des doigts qui semblaient trop froids, trop minces. « S'il m'arrive quelque chose, souviens-toi que je t'aime. Souviens-toi que tu as été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ta mère et à moi. »« Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais Francine était entrée dans la pièce à ce moment-là, tout en fausse sollicitude et en contact possessif, disant qu'il avait besoin de se reposer, que je devais partir. La réception funéraire eut lieu chez papa, bien que Francine ait déjà commencé à l'appeler « sa maison » dans ses conversations avec ses amis du country club. Elle n'avait pas perdu de temps pour faire des changements. Toutes les photos de ma mère avaient disparu de la cheminée, remplacées par des photos de la croisière de Francine avec papa dans les Caraïbes au printemps dernier. Le vaisselier de maman avait été déplacé au garage et les meubles clinquants de Francine, garnis d'or, dominaient maintenant le salon où j'avais ouvert mes cadeaux de Noël pendant 30 ans. « Bethany », m'appela Francine alors que je regardais l'endroit où le portrait de maman était autrefois accroché. Sa voix était assez forte pour couvrir toutes les conversations dans la pièce. « J'ai besoin que tu me rendes ta clé de la maison aujourd'hui. » Je me tournai pour lui faire face, consciente que 40 parents et amis de la famille nous regardaient maintenant. Cette clé date de mon enfance. Papa me l'a donnée quand j'avais 12 ans. Eh bien, tu n'es plus une enfant, n'est-ce pas? Tu as 34 ans. Harold et moi en avons longuement discuté. Il voulait un nouveau départ avec sa vraie famille. Elle fit un geste vers Rowan, qui examinait déjà la collection de montres vintage de papa dans la vitrine, calculant probablement leur valeur de revente. Sa vraie famille. Les mots me semblaient être du ver dans la gorge. C'est exact. La famille qui était là pour lui tous les jours, pas la fille qui venait peut-être une fois par mois, si ce n'est moins. Sais-tu combien de fois Harold a demandé si tu venais dîner et que tu avais une excuse? Une réunion de parents d'élèves, des copies à corriger, toujours quelque chose de plus important que ton père. C'est toi qui me disais de ne pas venir. Tu disais qu'il avait besoin d'espace, que mes visites le stressaient. Francine rit, mais sans aucune chaleur. C'est l'histoire que tu te racontes? Comme c'est pratique. Ma cousine Melinda s'avança. Attends une minute, Francine. Nous savons tous que Bethany a essayé de voir Harold constamment. C'est toi qui n'arrêtais pas d'annuler les plans. Personne ne t'a demandé ton avis, Melinda, lança Francine. C'est une affaire de famille. Bethany fait partie de la famille, dit l'oncle Glenn, la voix dure. Plus maintenant. Francine se dirigea vers la cheminée où tout le monde pouvait la voir clairement. Elle prit sa coupe de champagne et la tapota avec son alliance, l'énorme diamant que papa lui avait acheté brillant à la lumière. J'ai une annonce à faire et je pense qu'il vaut mieux mettre les choses au clair maintenant, pendant la célébration de la vie d'Harold. La pièce devint silencieuse. Même le personnel de restauration s'arrêta de bouger. Je veux tous vous remercier d'être venus aujourd'hui. Harold serait si touché de voir combien de personnes tenaient à lui. Comme vous le savez, lui et moi avons construit une belle vie ensemble ces 8 dernières années. Il m'a dit de nombreuses fois que je lui avais donné la famille qu'il avait toujours vraiment voulu. Ses yeux croisèrent les miens à travers la pièce, froids et triomphants. C'est pourquoi il s'est assuré que son héritage irait à sa vraie famille. Il a tout laissé à moi et à Rowan, les 3 quincailleries, cette maison, tous les investissements et actifs, tout. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Quelqu'un laissa tomber un verre dans la cuisine. Il a été très précis dans son testament, continua Francine en sortant un document de son sac à main. Mis à jour l'année dernière avec le témoignage de M. Aldrich. Harold voulait s'assurer que sa véritable famille serait prise en charge. Bethany, tu as été délibérément exclue. Il estimait que tu l'avais abandonné quand il a trouvé le bonheur avec moi et Rowan. Il a dit que tu n'appelais que lorsque tu avais besoin d'argent pour tes fournitures de classe ou les réparations de ta voiture. Ce n'est pas vrai. Les mots explosèrent hors de moi. Je n'ai jamais demandé d'argent à papa. Je lui ai remboursé chaque centime de l'université. Tu mens. Vraiment? Alors pourquoi a-t-il changé son testament? Pourquoi a-t-il spécifiquement déclaré que tu ne devais rien recevoir? Pas même les bijoux de ta mère. Les bijoux de maman? Je sentis le sang quitter mon visage. Tu as les bijoux de maman.
J'ai vendu la plupart d'entre eux le mois dernier. Harold a dit que je pouvais en faire ce que je voulais. Après tout, pourquoi garder des reliques de son passé douloureux alors qu'il avait un avenir si brillant avec nous? Rowan choisit ce moment pour intervenir, faisant tournoyer la Rolex de papa à son poignet. Harold disait toujours que j'étais le fils qu'il aurait aimé avoir depuis le début. Quelqu'un qu'il appréciait, qui voulait apprendre le métier au lieu de perdre son temps avec des peintures au doigt et des heures du compte. Ces peintures au doigt venaient de mes élèves, dis-je, la voix tremblante. Papa adorait les afficher dans son bureau. En fait, il les a jetés il y a des mois, dit Francine doucement. Il était gêné quand de vrais associés les voyaient. Tellement enfantin. Tante Judith pleurait maintenant. Oncle Glenn avait l'air prêt à jeter quelque chose. La pièce ressemblait à une poudrière. Tout le monde attendait que quelqu'un d'autre allume la mèche. C'est alors que j'ai remarqué M. Aldrich dans le coin, son expression indéchiffrable, sa main posée sur sa mallette comme s'il attendait exactement le bon moment pour parler. M. Aldrich se leva du coin où il était resté assis en silence pendant toute la performance de Francine. Le cuir de sa mallette craqua alors qu'il la posait sur une table d'appoint, et tous les regards dans la pièce se tournèrent vers lui. Theodore Aldrich avait été l'avocat et l'ami de mon père pendant 30 ans, le genre d'homme qui portait encore des costumes 3 pièces pour aller à l'épicerie et n'élevait jamais la voix, même au tribunal. Madame Delaney, dit-il, son ton formel et mesuré, je crains qu'il n'y ait eu un développement significatif concernant la succession d'Harold. Le sourire triomphant de Francine vacilla comme une bougie dans le vent. Quel développement? Vous avez le testament. Vous en avez été témoin vous-même l'année dernière dans votre bureau. J'ai effectivement été témoin de ce testament, confirma M. Aldrich en ouvrant sa mallette avec une précision délibérée. Cependant, 3 jours avant la mort d'Harold, il est venu seul à mon bureau. Il a été très précis sur ce détail. Il a attendu de savoir que vous seriez parti pour toute la journée. C'est impossible, dit Francine, sa voix perdant son enrobage mielleux. Harold était avec moi 3 jours avant sa mort. Nous avons passé toute la journée ensemble à planifier notre fête d'anniversaire. En fait, vous étiez au spa de votre sœur Dolly à Asheville. Harold m'a montré le reçu. Il m'a également montré le relevé de carte de crédit où vous facturiez ses séjours tous les mercredis depuis 6 mois. Il a dit que cela lui donnait l'occasion parfaite de régler des affaires urgentes. Le visage de Dolly devint rouge. Francine, de quoi parle-t-il? Il est manifestement confus, lança Francine. Harold le voyait probablement pour des baux de magasin ou quelque chose de routinier. Monsieur Aldrich sortit une épaisse enveloppe en papier craft. Harold est venu pour révoquer entièrement son testament précédent. Il en a créé un nouveau dont j'ai été témoin avec 2 autres avocats de mon cabinet. Il était très préoccupé par d'éventuelles contestations de sa validité. Nous avons donc pris des précautions extraordinaires. Nous l'avons même fait examiner par le docteur Morton le même matin pour certifier sa compétence mentale. C'est ridicule. La voix de Francine devint stridente. Vous ne pouvez pas simplement produire un nouveau testament après la mort de quelqu'un. C'est de la fraude. Le testament a été déposé au bureau du greffier du comté le même après-midi, poursuivit calmement M. Aldrich. Harold y a insisté. Il a dit, et je cite, « Je veux que ce soit plus verrouillé que Fort Knox parce que je sais qu'elle se battra. » Rowan s'avança, le visage empourpré de colère. C'est n'importe quoi. Harold nous aimait. Il m'a dit la semaine dernière que je reprendrais les magasins quand j'aurai 25 ans. Le Nouveau Testament raconte une autre histoire, dit M. Aldrich en sortant des documents. Harold a laissé la maison et tout son contenu à Bethany, y compris les bijoux de Patricia, dont il a noté qu'ils avaient été pris sans sa permission. Les 3 quincailleries doivent être placées dans un trust irrévocable avec Bethany comme seul bénéficiaire. Tous les comptes d'investissement, les polices d'assurance vie et les actifs restants vont également à Bethany. La salle éclata. Les amis de Francine chuchotaient furieusement. Mes parents semblaient stupéfaits. Oncle Glenn sourit pour la première fois depuis que nous avions appris la mort de papa. Il y a une disposition pour vous, Madame Delaney, continua M. Aldrich par-dessus le bruit. Harold vous a laissé 50 000 $, mais seulement si vous quittez la maison dans les 30 jours et rendez tous les objets appartenant à Patricia Delaney, y compris le collier de perles que vous portez actuellement. La main de Francine vola aux perles à sa gorge. C'était un cadeau. Harold me les a offertes. Harold les a offertes à Patricia pour leur 20e anniversaire de mariage. J'étais là. J'ai le reçu dans mes dossiers. En fait, Harold m'a demandé de conserver des copies de tous les achats importants à des fins fiscales.
Vous mentez, hurla Francine, son sang-froid se brisant complètement. Harold m'aimait. Il m'a choisi. Il le disait tous les jours. Il a aussi dit autre chose, dit M. Aldrich en sortant une tablette de sa mallette. Harold a insisté pour enregistrer un message vidéo. Il a été très précis sur le moment où il devait être diffusé. Il a dit, si je meurs dans l'année qui suit cet enregistrement, diffusez-le à mes funérailles devant tout le monde afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur mes volontés. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Francine. Mais sa voix était devenue basse, dangereuse. Je vais vous poursuivre en justice. Je me battrai contre ça au tribunal pendant des années. Harold l'avait anticipé, dit M. Aldrich. C'est pourquoi il a fait la vidéo. Il voulait que tout le monde entende, de ses propres mots, exactement pourquoi il a changé son testament. Il a également laissé une enveloppe scellée au poste de police, à n'ouvrir qu'en cas de décès dans l'année. La police ? L'attitude arrogante de Rowan s'évapora. Pourquoi impliquerait-il la police ? M. Aldrich regarda directement Francine en répondant. Parce qu'Harold croyait que sa vie était en danger. Il croyait que quelqu'un de très proche de lui essayait de le tuer, et il voulait s'assurer que la vérité éclaterait quoi qu'il arrive. M. Aldrich tourna la tablette vers la salle et appuya sur play. Le visage de papa remplit l'écran, et je dus m'agripper au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Il avait l'air terrible dans la vidéo, sa peau grise et parcheminée, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Ce n'était pas l'homme robuste qui avait bâti 3 quincailleries à partir de rien, qui pouvait porter des planches sur ses épaules bien après ses 50 ans. C'était un homme mourant. Mon nom est Harold Delaney, dit la voix enregistrée de papa, faible mais claire. Nous sommes le 15 octobre, et j'enregistre ceci dans le bureau de mon avocat parce que je crois que ma vie est en danger. Si vous regardez ceci, c'est que je suis mort. Et ce n'était pas de cause naturelle, peu importe ce que dit le certificat de décès. Francine se jeta sur la tablette, mais l'oncle Glenn et 2 autres parents lui bloquèrent le chemin. « Éteignez ça !» cria-t-elle. « C'est un faux. Quelqu'un a truqué cette vidéo. » Papa continua de parler, chaque mot mesuré et délibéré. « Ma femme, Francine, m'empoisonne. Je sais à quel point ça semble fou, mais j'ai des preuves. Il y a 6 semaines, j'ai commencé à être malade tous les matins après le café. Uniquement après le café qu'elle préparait. Quand j'ai commencé à faire mon propre café ou à ne pas en boire du tout, je me sentais mieux. Quand elle a remarqué que je n'en buvais plus, elle a commencé à en mettre dans ma nourriture. La pièce était maintenant absolument silencieuse, à l'exception de la respiration lourde de Francine. J'ai installé des caméras cachées dans notre chambre et notre cuisine sans le lui dire, dit papa. J'ai 17 enregistrements distincts d'elle mettant une poudre blanche dans mon café, ma soupe, ma sauce pour pâtes. Elle le faisait toujours quand elle pensait que j'étais dans la salle de bain ou au téléphone. J'ai fait tester la poudre. C'est du thallium, de la morora. Quelqu'un halta. Melinda couvrit sa bouche de ses 2 mains. J'avais l'impression que le sol basculait sous mes pieds. Je suis allé voir le détective Morrison au poste de police avec les preuves. L'image de papa fit un geste vers des papiers devant lui. Il a dit qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour une arrestation. Alors, j'ai tout documenté. Voici mes dossiers médicaux du docteur Kepler montrant un empoisonnement chronique au thallium sur 6 mois. Mes cheveux tombent. Mes mains tremblent constamment. J'ai à peine de quoi manger. La caméra zooma sur les rapports médicaux montrant les résultats des tests, les analyses toxicologiques, confirmant tous un empoisonnement systématique. Elle a commencé juste après que je l'ai ajouté à mon testament l'année dernière, dit papa en regardant directement la caméra. Je pense qu'elle a planifié ça depuis le début. J'ai appris par la sœur de son premier mari qu'il était mort de la même manière. Crise cardiaque soudaine à son bureau. Pas d'autopsie. Francine a tout hérité. Rowan reculait vers la porte, le visage blanc. Maman, de quoi parle-t-il? Papa a eu une crise cardiaque. Tu as dit que papa avait eu une crise cardiaque. Tais-toi, Rowan, grogna Francine, laissant tomber toute prétention de chagrin. La vidéo de papa continua. J'ai changé mon testament il y a 3 jours pour tout laisser à ma fille Bethany, ma seule vraie famille. Francine m'a isolé d'elle, m'a fait croire que Bethany ne se souciait que de l'argent. Elle a supprimé les messages vocaux de Betty, bloqué son numéro sur mon téléphone, lui a dit que j'avais besoin d'espace alors qu'en réalité, je voulais désespérément la voir. Elle me voulait seul et dépendant d'elle. Des larmes coulaient maintenant sur mon visage. Tous ces mois d'invitations rejetées, d'appels non retournés, pensant que mon père choisissait sa nouvelle famille plutôt que moi. Bethany, si tu regardes ceci,
dit papa, et sa voix se brisa légèrement, je veux que tu saches que chaque chose terrible que j'ai dite, chaque fois que je t'ai repoussé, c'était elle. Elle se tenait derrière moi quand j'étais au téléphone avec toi, me disant quoi dire. Elle a menacé de me quitter et de tout prendre si je ne coopérais pas. Et j'étais déjà si malade, si confus à cause du poison que j'ai cédé. S'il te plaît, pardonne-moi, ma chérie. Tu as toujours été la lumière de ma vie. Toi et ta mère. Papa brandit un autre document. Ceci est une déclaration signée de Marcus Webb, le pharmacien de la pharmacie Riverside. Francine a acheté de la Morora 6 fois au cours des 8 derniers mois. Elle a dit qu'ils avaient une infestation dans la propriété locative de sa sœur. Dolly Perkins ne possède aucune propriété locative. La vidéo montre papa passant la main sous sa chemise, sortant une petite clé. Bethany, ceci ouvre un coffre-fort à la First National, succursale 447, coffre 1823. Tout est là-dedans. Toutes les preuves, tous les enregistrements, tous les dossiers médicaux. Le détective Morrison a des copies de tout. Si je meurs avant que Francine ne soit arrêtée, il a promis de poursuivre les charges. La dernière chose que papa dit figea tout le monde dans la pièce. Vérifiez le congélateur du sous-sol, derrière les légumes surgelés dans le compartiment du fond. J'ai gardé chaque tasse de café qu'elle a empoisonnée avant que je puisse tout boire. 23 tasses, toutes étiquetées avec des dates, toutes contenant du thallium. Je meurs depuis des mois pour rassembler ces preuves. Au moment où vous verrez ceci, il sera trop tard pour moi, mais pas pour la justice. La vidéo se termina avec papa regardant une dernière fois directement dans la caméra. Je t'aime, Bethany. Dis à ta mère que je la verrai bientôt. L'écran devint noir. Et pendant un instant, personne ne bougea. Puis la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et le détective Morrison entra avec 3 officiers en uniforme. Madame Francine Delaney, dit-il, sa voix tranchant le silence stupéfait, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Harold Delaney. C'est un piège, hurla Francine alors qu'un officier lui passait les mains derrière le dos. Cette vidéo est un faux. Harold était sénile. C'est Bethany qui a tout inventé. Elle a payé des gens pour mentir. Nous avons un mandat pour perquisitionner votre maison depuis hier, dit calmement le détective Morrison. Nous attendions la fin des funérailles, mais vu ce que nous venons d'entendre, nous agissons maintenant. Nous avons déjà récupéré les tasses de café du congélateur. 23 tasses, exactement comme Harold l'a dit. Le laboratoire a confirmé la présence de thallium dans chacune d'elles. Maman. La voix de Rowan se brisa comme s'il avait 12 ans au lieu de 22. Maman, dis-leur que ce n'est pas vrai. Francine se tourna vers lui et pour la première fois depuis que je la connaissais, son masque tomba complètement. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, pour nous. Nous méritions cet argent. Nous méritions cette vie. Rowan recula comme si elle l'avait giflé. Tu l'as tué. Tu as vraiment tué Harold. Il était bon avec moi. Il m'apprenait le métier. Il t'apprenait à être son employé, pas son héritier, cracha Francine alors que les officiers l'emmenaient vers la porte. Tu penses qu'il t'aurait laissé quoi que ce soit? Tu n'étais que le bagage qui venait avec moi. Alors qu'il la traînait dehors, elle se tourna vers moi avec un venin pur dans les yeux. Tu penses que tu as gagné? Tu seras aussi seul que ton pathétique père l'était. Personne ne t'aimera jamais comme on l'a aimé, lui. Non, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Je serai en vie. C'est la différence entre nous. Je serai en vie, la mémoire de papa sera honorée, et tu seras en prison, là où est ta place. 6 mois plus tard, je me tenais dans le bureau de papa au magasin principal, devenu mon bureau, regardant Hank former un nouvel employé. Le procès avait été rapide. Les preuves étaient accablantes. Francine a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury n'a délibéré que pendant 2 heures, et la plupart de ce temps a été consacré à remplir des papiers. Rowan avait été le témoin vedette de l'accusation. 2 semaines après les funérailles, il était venu me voir avec une confession qui m'a de nouveau brisé le cœur. Elle a fait la même chose à mon père, avait-il dit en sanglotant dans ma cuisine. J'avais 14 ans. Je me doutais que quelque chose n'allait pas, mais j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Elle m'a dit que nous serions sans abri si quelqu'un le découvrait, que personne ne croirait un enfant de toute façon. Il a témoigné avoir trouvé de la Morora dans son sac à main quand il avait 15 ans, et comment elle avait fait changer le testament de son père quelques mois seulement avant sa crise cardiaque soudaine. Les procureurs enquêtaient également sur cette mort, bien que le prouver serait plus difficile après 7 ans. J'ai maintenu les 3 magasins en activité avec l'aide de Hank.
Il avait travaillé pour papa pendant 20 ans et connaissait le métier sur le bout des doigts. Ton père serait si fier, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous examinions les rapports trimestriels. Tu ne te contentes pas de maintenir ce qu'il a construit, tu l'améliores. J'avais trouvé d'autres vidéos sur l'ordinateur de papa. Des dizaines d'entre elles enregistrées au cours de ces derniers mois. Pas d'épreuves, juste des messages. Lui parlant de ma mère, du jour de ma naissance, de m'apprendre à faire du vélo sur le parking du magasin numéro 2. Bethany apporte de la lumière dans chaque pièce où elle entre, avait-il dit dans une vidéo, souriant malgré son épuisement évident, tout comme sa mère le faisait. Je suis l'homme le plus chanceux du monde d'avoir été aimé par elle deux. La maison semblait revivre. J'avais restauré toutes les photos de maman, raccroché son portrait à sa juste place au-dessus de la cheminée. Oncle Glenn et tante Judith venaient pour les dîners du dimanche. Mes cousins amenaient leurs enfants jouer dans le jardin où j'avais joué autrefois. L'isolement que Francine avait imposé à notre famille commençait enfin à guérir. La semaine dernière, j'ai créé la fondation Harold et Patricia Delaney, utilisant les bénéfices des magasins pour fournir des outils et une formation gratuite aux jeunes qui veulent apprendre un métier. Papa avait toujours dit que la connaissance était la seule chose que personne ne pouvait vous voler. Maintenant, son héritage serait d'enseigner aux autres, de leur donner les chances qu'il aurait aimé avoir quand il débutait. Debout dans son bureau, entouré des peintures aux doigts de mes élèves que j'avais raccrochées sur tous les murs, j'ai compris quelque chose de fondamental sur l'amour et la famille. Le véritable amour n'isole pas. Il ne contrôle pas, ne manipule pas, ne détruit pas. Le véritable amour protège, même d'outre-tombe. Papa avait passé ces derniers mois à rassembler des preuves, sachant que cela le tuait, parce que me protéger comptait plus que de prolonger sa vie empoisonnée. C'est l'histoire de la façon dont mon père a résolu son propre meurtre, comment la cupidité d'une femme l'a détruite, et comment parfois les morts parlent plus fort que les vivants ne le pourraient jamais. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui vous a montré son amour en vous protégeant, même lorsque cela lui a tout coûté. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies de justice, de famille et d'amour qui transcendent même la mort. Merci d'avoir écouté l'histoire de mon père. Merci de m'aider à entretenir sa mémoire.